Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Si vous saviez ce qui se passe avant qu'on ouvre l'antenne, mais c'est un truc de malade. En tout cas, aujourd'hui, pour cet enregistrement, c'est rock and roll, et surtout c'est roll, voilà. Bon, punaise, mais j'en suis où? Je suis perdu, je suis complètement en direct live, l'animateur pète un câble. Bon, si vous faites partie de ceux et celles qui pensent que face à l'urgence climatique, il faut cesser de considérer, attention, il faut cesser de considérer la planète et les êtres vivants qui la peuplent comme une ressource. On est au cœur du sujet aujourd'hui. Attention, sujet polémique. Eh bien, vous pouvez peut-être, sans le savoir, peut-être vous sentir proche d'un courant d'une écologie radicale, aussi appelée historiquement une écologie profonde. Je cite. Alors, certains pensent, j'en fais partie, scoop, qu'il y a un risque d'intégrisme écologique. Je la refais ? Qu'il y a un risque d'intégrisme écologique. Voilà, il n'y a qu'à voir l'usage récent et somme toute polémique du terme écoterrorisme par Gérald Darmanin récemment, ou encore plus récemment, la tribune de 218 élus récemment pour défendre la corrida face à l'éco-totalitarisme. Je cite, je ferme les guillemets, voilà. On est bien au-delà ici de la simple désobéissance civile non violente, n'est-ce pas ? C'est le sujet du jour, l'écologie radicale face à la Bible. Alors si vous n'avez pas envie de vous taper ou de vous retaper tous les ouvrages qui traitent du lien entre christianisme et écologie, parce qu'il y en a des tonnes et des caisses, hein, ok, et voilà, et respect, et pas non plus envie de débattre de manière stérile et interminable, pas envie non plus, pas du tout, qu'on s'écharpe sur le plateau sur le sujet. Là, par contre, ça va être le cas, on va s'écharper. Notamment entre David et moi. Vous doutez déjà que Anita va faire la médiatrice sur ce sujet. J'annonce déjà que ça va clasher façon Cyril Hanouna aujourd'hui. Bref, restez avec nous. J'espère que je vous ai teasé à mort. Je suis pas élu de la République, malheureusement. Eh bien, il faut s'y mettre. Et Voilà, donc le thématique aujourd'hui, c'est l'écologie radicale. Attention, face à la Bible. Bref, en tant que croyant, est-ce que je peux être écologiste radical ? On va tout de suite évidemment définir ce que c'est. Ou est-ce qu'à un moment donné, malgré l'urgence, il y a des choses que la Bible ne m'autoriserait pas à faire, ou que je ne m'autoriserai pas parce que je m'estime que je suis croyant. Voilà, quelles limites se tracer avec les sensibilités des uns et des autres ? C'est le sujet du jour. Et une fois n'est pas coutume, puisque vous devinez déjà avec le plateau qu'il s'est passé des choses plutôt rock plutôt que roll ce matin, puisque d'habitude nous sommes 4 quand même. Noémie, une pensée à toi. Nous allons faire une confession partagée. Ouais, on va être à plusieurs dans le Comment ça s'appelle ? Confessionnal, ça s'appelle. Un confessionnal, comme ça, merci. J'ai pas de culture catholique, désolé. Mais je crois qu'un confessionnal, c'est assez étroit quand même. C'est assez étroit. Ouais. Certes. Alors, on va quand même essayer de rentrer à 3. Mais si on prend les deux côtés, parce qu'il y a deux côtés, non ? Il y a le confesseur. Oui. Voilà, ok, je sais bien. Et le confessé. Voilà, si on prend les deux endroits, on enlève la paroi, on pourrait peut-être rentrer à 3 dedans. Cette vidéo est sponsorisée par Ikea. Allez, jingle confession, s'il te plaît, Nestor. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc une confession partagée, et je propose de terminer cette confession par David, qui a certainement beaucoup de choses à dire, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur. Tu as remarqué, David, que j'ai réservé ce sujet. En tout cas, je l'ai évoqué lors du dernier enregistrement. Je disais que si jamais je l'avais abordé la dernière fois où tu n'étais pas là, tu m'en aurais voulu à mort, à juste titre. Oui. Franchement, à ta place, je m'en serais voulu aussi à mort. Non, Philippe, il est dégueulasse quand même. Il parle d'un sujet sur lequel j'ai plein de choses à dire, sur lequel on peut avoir des différends avec Philippe, et il fait exprès de me squeezer. Non, franchement, c'est lâche. Allez, confession partagée, je commence. Comment le sujet m'a chauffé ? Donc, je vous ai expliqué lors du dernier enregistrement que j'avais déjà ce sujet sous le coude. En l'absence de David, je me suis dit j'allais le décaler. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet quasiment récurrent en ce moment. Je veux dire, on ne peut pas le louper. Oui, c'est vrai. On a forcément des actualités qui peuvent, à un moment donné, faire penser à les méga-bassines, par exemple, récemment. Okay. Donc, forcément, c'est un sujet qui ne va pas trop vieillir ces derniers temps. Voilà. Alors, est-ce que c'est un sujet qui a ma préférence ? Julien Clerc, si tu m'écoutes. Oui, c'est une chanson de Julien Clerc. Ma préférence à moi. C'est une de mes chansons préférées de ma femme.
Bon, bref. Peut-être. Au sujet, Philippe, au sujet. Il y en a qui s'impatientent dans l'audience. c'est Ils ça. sont déjà sur les claviers en train de taper. C'est quoi ce lancement d'émission le plus pourri depuis au moins 3 saisons? C'est pas un sujet que j'adore aborder, personnellement. Voilà, mais je suis quand même responsable et je pense qu'il faut l'aborder. J'ai découvert, c'est une confession à me partager, j'ai découvert, parce que j'ai dû me documenter sur ce qu'est l'écologie radicale, je ne savais pas, personnellement, qu'il y avait eu des réflexions déjà depuis des dizaines d'années, et puis éventuellement, historiquement, un instigateur danois, je crois. Voilà, il a bien travaillé. Norvégien. Norvégien, merci. En tout cas, c'était du Nord, quelque part. Voilà, et que du coup, le terme écologie profonde a un historique. Voilà, donc j'ignorais ça, donc j'ai appris beaucoup de choses, et ben, j'espère que ça va être le cas également pour vous, et surtout que vous pourrez en tirer une utilité concrète pour votre propre opinion, votre propre positionnement face à l'urgence climatique, jusqu'où je me laisse le droit d'aller en termes d'idéologie et d'action. Voilà, j'ai fini pour ma partie de confession. On est à l'étroit quand même dans ce confessionnal, mais finalement, ça le fait. Anita? Alors, moi, je suis absolument ravie qu'on traite de ce sujet Ah. pour 2 raisons. D'une part, parce que ça faisait un certain temps que je me disais, il faudrait que je creuse un peu comment dire, les fondements même de l'écologie. Mhm. Alors, je dirais pas la pratique, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je suis sensible régulièrement. Voilà, donc je me dis, tiens, une belle opportunité pour creuser un peu la question, voir le positionnement de l'habit, parce que il y a des choses qui me semblaient évidentes, et puis figurez-vous que dans la préparation, il y a des choses que j'ai fait évoluer dans ma propre réflexion. Et l'autre aspect, c'est que j'ai parfois aussi un peu envie d'en démordre. Alors ça te surprend. Oula! Voilà, parce que je trouve qu'il y a autant le sujet me semble important, crucial, et pourtant la manière dont parfois il est traité, pris en compte comme, je sais pas, comme s'il y avait plus que ça, et je dis pas qu'il y a pas d'urgence, mais dans la manière de le traiter, qui devient presque une forme de terrorisme de la pensée, ça m'énerve un peu. Voilà, donc je me dis, c'est bien, je vais pouvoir creuser la question et Mhm. peut-être m'auto-apaiser également. Voilà, on s'auto-apaise C'était dans la le confession, confessionnal. hein, Tout à voilà. fait, très bien. Bon, allez, troisième larron dans le confessionnal, David. Euh, Moi, je me dis de plus en plus que c'est assez intéressant de voir quand des phénomènes de radicalisation se créent, qu'on considère que c'est eux le problème, en fait. Alors que s'ils apparaissent, c'est quand même qu'il y a un autre problème derrière, dont ils sont principalement le thermomètre. Et que c'est toujours très commode, en fait, de renvoyer, d'ostraciser, en fait, les personnes qui sont radicales, ou et que l'on appelle, qu'on traite à ce moment-là du mot repoussoir terroriste, parce que du coup, c'est eux dont on doit régler le problème, c'est pas le problème de fond, le problème à la racine. Et je trouve aussi une autre chose que je me suis dite, c'est que, en fait, l'anti-écologie se radicalise aussi. C'est-à-dire que on voit d'une façon éclatante cette sorte de cynisme gigantesque pour agir comme si le problème écologique n'existait pas. Et la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, en est un exemple criant de... On sait tous qu'il y a un problème gigantesque, on sait tous que les COP échouent, et qu'on essaye d'écoper plutôt que de résoudre le problème. Et voilà. Et pourtant, on organise des manifestations dont on aurait même déjà eu honte, il y a peut-être 30 ans, de faire des choses, de dépenser 200 milliards de dollars pour faire des événements sportifs dans le désert, envoyer tout le monde en avion. Enfin, je veux dire, ça serait déjà gênant habituellement. Et là, en pleine crise climatique, alors que tout le monde en est conscient, on le fait et et finalement on somme tout le monde d'en faire une grande fête humaine de l'humanité. Et je trouve que c'est choquant et je dirais que le terrorisme, il est là-dedans, en fait. C'est pas du terrorisme, c'est du cynisme radical. Voilà. Ok. Je pense qu'on est dans une ère où c'est effectivement du radicalisme écologique qui va s'affronter avec du cynisme radical. C'est-à-dire que on n'a même plus honte, finalement, vu au point où on est arrivé, on n'a même plus honte d'essayer d'afficher qu'on s'en fiche, en fait, et que maintenant, allez, on fait le dernier grand feu d'artifice final, quoi. Donc, voilà, c'est l'émotion que j'ai là, c'est Ok. que je trouve que
on n'arrive pas à être indigné par ces comportements-là. Et les discussions qu'on a eues sur fallait-il boycotter le Qatar et tout ça, bon là, on se émission pose des trucs précédente. comme ça, mais finalement, comment on en est arrivé là? Comment on arrive encore à se poser la question? Ah ben non, je vais boycotter, je ne vais pas regarder, mais je vais quand même suivre. Enfin, c'est-à-dire, on est sur des pudeurs de gazelle, alors que on a une vraie question qui nous est posée et on a des gens qui nous envoient ça à la figure en rigolant bien de nos réactions de bobos indignés. Est-ce que c'est fini? Ouais. Et on referme la porte du confessionnal. Jingle, Nestor. Éclairage. Merci. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Et ben finalement, c'était pas mal cette confession partagée à trois dans un confessionnal. Et Ça peut cogner. voilà, vous vous doutez que, outre le nombre que nous sommes sur le plateau, qui n'était pas prévu, eh bien cette forme de confession n'était également pas prévue. Donc, avons-nous quelque chose à apprendre aujourd'hui? Mais oui, tout à fait, sans doute. Oui, et peut-être que nous pourrions demander à nos amis en commentaire s'ils ont apprécié cette confession À trois. tripartite. Alors, l'air de rien, fidèle à notre positionnement, vous avez, rien que sur cette séquence, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, eh bien, un panel de sensibilités qui peuvent être assez opposées, puisque, potentiellement en tout cas, puisque là, par exemple, David vient de terminer sur cynisme radical, alors que le titre du sujet aujourd'hui, c'est écologie radicale. Non, mais vraiment, voilà, donc je trouve, franchement, à votre place, je trouve ça trop intéressant. Mais attention, notre angle, c'est quand même, du coup, vis-à-vis de la Bible, parce que sinon, on va partir vraiment dans les grandes largeurs. Merci la régie de nous avoir suivis fidèlement dans ce côté rock and roll, et on enchaîne avec les faits et contextes. Et ça, par contre, c'est bon, tout est prêt, tout se déroule comme prévu. Moi, j'ai préparé quelque Anita. chose. Après, tu verras si Non, mais ça j'ai correspond. pas dit ce sera parfait. Je dis est-ce que tu as prévu, voilà. Mais bien sûr, j'ai prévu. Magnifique. Enfin, un plan qui se déroule sans accroc. C'est une référence à une série des années 80 pour ceux qui connaissent. Mettez en commentaire à quoi ça fait je ne allusion. sais pas de quoi il parle. Si, Oh. c'est l'agence touriste. L'agence Ah, touriste. c'est ça, excusez-moi. Merci, c'est Hannibal Smith, le patron de l'agence touriste, qui aime bien dire ça. The Point. Allez, Alors, yo. l'écologie radicale ou écologie profonde, de quoi parlons-nous? Donc c'est là-dessus que je vais faire porter notre fait et contexte. Oui. Juste un tout petit rappel. Au départ, l'écologie, c'est d'abord une science. Et le terme écologie est né en 1866. C'est intéressant ça, c'est pas une nouvelle histoire. Et composé du grec oikos, maison, et logos, discours, donc il désigne la science de l'habitat. Dans les années 70, porté par un mouvement associatif et politique, là dont je me souviens d'ailleurs, l'écologie est devenue une doctrine qui vise donc à un meilleur équilibre entre l'homme, l'être humain, et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de cet environnement. Aujourd'hui, c'est l'écologie radicale ou l'écologie profonde qui monte en puissance. Fondée en 1973, donc là aussi on n'est quand même pas sur quelque chose de complètement nouveau, par le philosophe norvégien Arne Næss, l'écologie profonde est une philosophie. Donc science, doctrine, philosophie. C'est-à-dire c'est donc un système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. C'est une manière de voir le monde. Les partisans de l'écologie profonde s'opposent, disons-le d'emblée, à l'écologie classique qu'ils considèrent comme superficielle parce qu'elle ne vise qu'à réparer les dégâts sans remettre en question le principe de la primauté de l'humain sur le reste des espèces. Dans l'écologie classique, c'est la satisfaction des besoins humains qui est la finalité, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, l'être humain au centre, et le reste du vivant a donc le statut de ressource. Pour l'écologie profonde, les êtres vivants et la nature ont une valeur propre en elles-mêmes et indépendante de leur utilité par rapport aux êtres humains. Donc, il faut développer un nouveau rapport plus égalitaire entre tout ce qui constitue le vivant. Et je crois qu'ils appellent ça d'ailleurs les êtres vivants non humains. Tout à fait, c'est exactement ça. Les finalités humaines, donc, doivent s'inscrire dans une perspective plus large, celle du vivant. C'est ce qu'on appelle le biocentrisme, le vivant au centre, afin de prendre en compte les besoins de l'ensemble de la biosphère. Donc, de là découlent, je dirais, des principes et une vision de l'être humain.
Alors, quelques-uns des principes, je ne les énumère pas tous. Les hommes, l'être humain, n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux. Les changements idéologiques doivent passer par l'appréciation d'une bonne qualité de vie plutôt que par l'adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Et les politiques qui vont affecter l'économie, la technologie, les idéologies doivent être changées. En fait, il devrait en résulter une société profondément différente de celle que nous connaissons actuellement. Le but ultime de l'écologie profonde, c'est la réalisation du soi, la réalisation de soi avec Oula. un grand S. Le soi du monde, donc avec un S majuscule, signifie l'ensemble des êtres vivants, en incluant les êtres humains. La réalisation du grand soi, c'est la réalisation de l'ensemble du vivant. Arriver au grand soi, ce serait intérioriser complètement l'écologie profonde. Pour le résumer en une phrase, c'est aujourd'hui, je dis, je protège la forêt tropicale. Demain, peut-être que le développement de mon grand soi m'amènera à dire, je suis un élément de la forêt tropicale, se protégeant lui-même. Je suis cet élément de la forêt tropicale chez lequel la pensée est récemment apparue. Ok, vous êtes toujours là avec nous? Alors, Je ne les ai pas perdus, je les ai passionnés. Non, bien sûr. Je parle de politique, je parle de changement de la vision de l'être humain. ok, allez. Non, mais tout à fait. Moi, en fait, tout ce qu'a dit Anita, là, c'est exactement tout ce que j'ai appris en préparant cette émission. Et j'étais loin d'imaginer. Moi, je voyais que l'écume des jours, que les actions, là, qui peuvent éventuellement s'en rapprocher. Mais je ne connaissais pas du tout le fondement, ce qui va nous permettre de répondre à la question du jour par rapport à la Bible. Première question, notamment pour nous aider à être très concret aujourd'hui. Quelles sont les actions ou les prises de position actuelles là, en ce moment, qui peuvent faire penser carrément ou un petit peu à ce type d'écologie radicale? Où est-ce qu'on met la barrière? Parce que j'ai cité par exemple la désobéissance civile dans mon lancement. Quand même qu'on ne mélange pas tout, hein, en termes de mode d'action, de forme de militantisme. Est-ce que déjà on peut faire le tri un petit peu? Qu'est-ce qui renvoie, David? Est-ce qu'il y a des choses actuelles qui peuvent renvoyer un peu ou qui s'inspirent ouvertement de cette philosophie? Sur la forêt équatoriale et la forêt amazonienne en particulier, c'est amusant parce que ma fille prépare un plaidoyer là-dessus pour un concours. Et donc, on cherchait quelque chose qui relie les droits de l'homme aux problèmes environnementaux, parce que c'était le sujet qu'il voulait aborder. Et la forêt amazonienne était vraiment très intéressante pour ça, parce que on sait qu'on déforeste la forêt amazonienne pour y faire de la culture, de l'élevage et de la culture de soja qui va être après exporté, du soja transgénique exporté pour pouvoir nourrir nos bêtes en France. Donc notre alimentation est directement en lien avec la politique prédatrice dans ces endroits-là. Et on se dit, il y a quelque chose de plus que simplement dire en fait vous êtes en train de massacrer des gens sur place et de détruire. C'est on dit aux Brésiliens quand même, cette forêt ne vous appartient pas totalement. Elle appartient, c'est un capital total de l'humanité, mais je dirais plus que de l'humanité, de la Terre, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un capital. On sait que, je sais plus, enfin, j'avais entendu quelqu'un qui disait que au mètre carré ou au kilomètre carré, il y a 10 fois plus d'espèces différentes que dans d'autres endroits du monde. Donc voilà, en fait, c'est un trésor de savoir et de diversité et de création, on va dire, qui est présent. Et tu illustres le bien commun, là. Il y a des biens supérieurs qui appartiennent à l'humanité. Alors quand on dit bien commun, on n'est pas encore dans l'écologie profonde, puisqu'on considère que c'est quelque chose, c'est un bien de l'humanité. Donc c'est une ressource. C'est pas seulement une ressource, c'est comme si c'était, on le voit encore dans le filtre, c'est un cadeau qui est là, qu'on doit préserver, on est le jardinier d'un jardin dont on est le propriétaire et tout ça. Donc on reste dans cette idée-là, mais voilà, disons que c'est une sorte d'intermédiaire entre considérer que tout nous appartient et considérer que rien ne nous appartient et que nous sommes une partie du tout comme n'importe quel animal. Mais en tout cas, on se rend bien compte que il y a une beauté, une diversité de la beauté dont on se sent dépositaire plus que propriétaire, et que ça effectivement, ça se rapproche de l'écologie profonde. Ok. Y a-t-il des actions qui se rapprocheraient expressément ou indirectement de l'écologie radicale, Anita? Alors, je pense à Greta Thunberg qui vient de sortir
un livre d'ailleurs dont je dois avouer que j'ai oublié le titre là momentanément, mais c'est Oui. pas très grave, et qui se positionne aussi très clairement en disant, on l'a connue comme, étant celle qui voulait éveiller les consciences, qui a pu parler aux nations, Qui gronde les gouvernements, qui hein, enfin, qui gronde a grondé en tout cas les qui gronde, gouvernements. tout Hein. à fait, c'est très juste. Messieurs les adultes, ça Voilà. suffit maintenant. Ok. Et qui maintenant prend très peu clairement position en disant mais c'est un changement radical de nos sociétés, un changement radical de politique. C'est le capitalisme tel qu'il est qui nous conduit à la perte et c'est tout qui doit être réformé. Mm. Donc Ouais. c'est une position très forte. C'est un exemple récent en plus. C'est un hein, exemple ça, et qui je pense d'après moi manifeste je cette vais être plus, philosophie. j'ai la situation de Greta Mhm. Thunberg parce que je l'avais prévu Oui. comme accroche à un moment donné, texto, hein, donc je ne déforme pas ses propos. Mais c'était début novembre, hein, donc c'est tout récent. Aujourd'hui, il s'agit de renverser le système de colonialisme, impérialisme, oppression, génocide, extractionnisme raciste et oppressif. Voilà, donc voilà. Ma question c'était est-ce qu'il y a des prises de position ou est-ce qu'il y a des actions qui se rapprocheraient du thème d'aujourd'hui? Ben, je pense qu'effectivement là, ça a le mérite d'être assez clair. Hein. Non? On risque de faire quand même plusieurs fois la confusion Ah. entre écologie radicale et écologie profonde. Ben, A priori, ça Hein serait la même, mais tu moi, as pour moi, une approche différente. Ben, pour moi, l'écologie profonde, c'est vraiment un point de vue philosophique sur Ok. la place de Oui, l'homme dans le d'accord. vivant. Ok. L'écologie radicale, c'est justement la façon dont on défend l'écologie, mais on peut faire de l'écologie radicale sans être adepte de l'écologie profonde. Ah On oui, peut- ok. Mais le thème de l'émission, c'est quand même écologie radicale et pas écologie profonde. Donc du coup, je reste quand même sur mon besoin d'accord, pour donc on moi revient et sur mon les- audience de quand même démarquer une limite. Alors justement, Oui, j'ai évoqué rapidement les actions anti méga bassines. Vous savez, ces Oui. bassines géantes, des bassins de rétention d'eau utilisés par l'agriculture plutôt Ouais. intensive. Ok. Et récemment, l'actualité, ça n'a pas pu vous échapper avec des actions. J'ai le sentiment que ce genre d'actions qui ont une certaine forme de violence, en l'occurrence matérielle, hein, prenons garde à ce qu'on dit clairement, hein. Il y a une violence matérielle, on pénètre sur des terrains privés, on dégrade bien sûr les clôtures de terrains privés et on dégrade les méga-bassines, puisqu'il y a des tronçonnages de pipeline, hein, très clairement. À mon niveau, si j'étais dans l'audience, je dirais, ben là, on franchit une ligne. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne justifie pas, hein, ok, même si vous devinez mon opinion. Mais là, pour moi, on est radical dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on atteinte aux biens et ou aux personnes. C'est pas une ligne de démarcation, Anita, Ouais, tu penses? il y a eu aussi, par exemple, ce phénomène de pneus percés, hein, Oui. de De 4x4. 4x4. Oui, voilà, que donc- j'ai évoqué Ouais. la dernière Ouais, fois. d'accord. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, je te rejoins, David, c'est-à-dire que en réalité, je pense qu'écologie radicale et écologie profonde c'est la même ligne. Simplement, je pense qu'on en connaît plus l'aspect écologie radicale, qui est où on entend une action radicale pour arriver à démontrer quelque chose ou à stopper la non prise en compte du problème Mais- écologique. Oui, c'est pas juste une action illégale, parce qu'il y a des actions illégales qui ne font de tort, entre guillemets, ni à des biens, ni à des personnes, ok, mais qui tombent sous le coup de la loi. Mais je dis ça parce que en fait, le problème, c'est que si on mêle trop les deux, ça voudrait dire que ceux qui le font sont adeptes de l'écologie Oui, non, je crois, profonde. non, Et oui, du oui, coup, non, non. Non. ça serait une façon de Ouais. mettre tout dans un même paquet et donc de repousser tout. Ok. hein. Oui, tu as raison. Oui, oui, Je pense ok. que ce que tu Mm. dis me semble, cette nuance me semble très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est plutôt une forme de radicalité dans l'action parce qu'ils ont envie de stopper ou de signifier quelque chose. Et après, il y a un choix d'action voilà, qu'on peut Ok. apprécier ou Ouais. pas. En même temps, Anita. je pense qu'il y a quand même une profonde philosophie et que si on ne... Je pense qu'on a besoin de connaître cette philosophie et de ne pas la mettre de côté. Parce que je pense que c'est un courant de pensée et que ce courant de pensée, forcément, peut entraîner aussi des mouvements aussi de pensée plus massifs. Et on est aussi de nouveau dans une idée du regard sur l'être humain, de son positionnement dans l'univers, on va dire ça. De toute façon, on sait bien qu'on ne va pas défendre l'humanité aux dépens de la planète. À un moment donné, le retour de bâton nous arrive. Donc, de toute façon, dans tous les cas, défendre l'humanité et la survie de l'humanité, c'est défendre la planète. On peut pas rester dans une maison qui brûle. Et donc, pour moi, ces visions se recoupent. Que l'on soit chrétien en considérant que l'homme a une place particulière dans la création ou que l'on soit d'une autre philosophie, toutes ces choses-là se rejoignent dans l'idée qu'il faut défendre
et l'homme et la planète, puisque l'homme est dans la planète. Alors, question suivante. Il est bon de se rappeler un verset de la Genèse. Genèse 1, 28. Je vous le lis dans une version qui n'est pas la version que je lis habituellement, puisque moi je suis un fan de la version Shoraki. Genèse 1, 28. Croissez, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Et j'ai regardé une vingtaine de versions en essayant de voir si, notamment, le dernier terme, soumettez-la, était juste sur une traduction ou en fait il y en avait plein d'autres qui étaient soyez cool avec elle, tranquille. Non, c'est soumettez-la ou assujettissez-la. Ok, et même dans la version Shoraki, c'est assujettissez-la. Voilà, donc il y a un paquet quand même de commentaires sur Internet qui disent, à la base, il y a un vrai problème biblique sur la façon de considérer le jardinier, pour reprendre son image, dans lequel, il a été mis dans un jardin. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ce verset ? Parce que là, on est apparemment, c'est un verset qui est complètement opposé à une écologie radicale qui estime que justement, c'est ce verset-là, ou sa compréhension en tout cas, nous fait du tort aujourd'hui. Oh punaise, et là ça rigole moins. Alors là on rigole moins, et moi le premier, je fais pas le fier là franchement. Alors que des personnes se servent aujourd'hui de ce verset pour justifier le fait que de leur inaction et leur cynisme radical, oui, possible, mais j'ai jamais trop compris, j'ai jamais trop entendu que la Genèse était un livre de loi qui s'est dicté. Pour moi il y avait quand même un développement, non seulement symbolique, mais je dirais presque mythologique de la façon dont c'est créé. C'est-à-dire que on voit tous les rapports particuliers qu'il y a entre Dieu et Adam et Ève, et les tourments et la peur de l'arbre de la connaissance. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont posées, qui pour moi sont très intéressants et très riches. Mais en tout cas, il n'est pas dit qu'il faut manger de toutes les pommes que l'on trouve au hasard quand un serpent nous donne l'ordre de le manger. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là d'injonction. Ok, c'était juste pas forcément une pomme, mais tout le monde a compris le truc. La Bible ne parle pas de pommes, mais on a compris. Anita, ce verset ? Alors, je pense que... Tu as le droit de faire joker aussi. Non, pas du tout, et je n'ai pas du tout envie de faire joker. D'accord, ok. Bon, écoute, vas-y. Moi, d'abord, j'ai envie de le situer globalement par rapport au temps historique dans lequel ça se situe, et ensuite tout simplement dans le contexte biblique. Le temps historique d'écriture. Le temps historique d'écriture, c'est-à-dire... Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Admirez ce temps de silence, et c'est ça, des échanges, punaise, on est là pour ça, là. Voilà, bien sûr, s'il est dans 20 minutes, je vais devoir... On ne coupe pas souvent, donc elle a été surprise. Oui, non, mais c'était parce que j'essayais de comprendre ta remarque, et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est pour ça que voilà. Alors, je me repermets de parler de temps historique et chronologique, considérant que la création n'est pas un mythe. Voilà, donc c'est mon point de départ. Après, on ne va pas aller dans les nuances de comment ça a pu se passer. C'est pas là-dessus que je vais. Oui. Je pense que dans ce temps historique, il y a effectivement, on se resitue, nous sommes tout au début de l'humanité, de la vie. Les êtres humains sont créés. Oui, il y avait à ce moment-là un grand mandat qui a été confié par Dieu aux êtres humains, qui est de dire, mais déployez-vous, oui, déployez-vous, multipliez-vous, et ça, c'est tout à fait normalement. Et après, on va dire, oui, mais maintenant, on est à plusieurs milliards, donc est-ce qu'il faut continuer à se déployer, etc. Et ça veut dire quoi, cultiver son jardin aujourd'hui ? Et c'est là où je pense qu'il faut que nous le resituions dans l'approche biblique. Quand Dieu dit, par exemple, il demande à quelqu'un de pouvoir prendre la responsabilité, par exemple, d'une église, d'un temple, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait différentes fonctions, il n'est jamais dit que la personne doit le faire pour abuser des biens qui lui sont confiés, pour abuser des personnes qui sont placées sous sa responsabilité. Il y a toujours la notion de l'amour et de prendre soin d'eux. Et il y a toujours dans la Bible la notion du collectif qui est l'intérêt d'autrui, ou l'intérêt, donc dans ce cas-là, de la nature. On a même toute une série de versets qui portent sur le traitement des animaux, qui portent sur le traitement de la terre, qui devait être mise en jachère, etc. Donc en réalité, pour moi, ces versets ne me gênent nullement. Je pense que c'est un mandat confié par Dieu, mais ça ne dit pas la manière dont je dois le faire et qui doit tenir compte des réalités actuelles.
Voilà. David, après j'ai une question suivante quand même, parce que l'heure Ouais, défile c'est déjà. vrai. Oui, c'est un sujet passionnant. Bah oui, c'est vrai. mais c'est Parce par que rapport à quand la... même, Oui. dans ce déroulement de récit, on voit bien une sorte je dirais presque de naïveté finalement de Dieu dans la façon dont il donne mandat et il ouvre les choses aux hommes, à Adam et Ève, à ces personnes archétypiques. Et on voit bien qu'il donne une interdiction, cette interdiction n'est pas respectée. Il demande de remplir la terre et tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est la catastrophe, au point où ce Dieu-là décide de tout remettre à zéro, de tout Tout à fait. submerger. Le déluge, ça de s'appelle. déluge. Donc on voit bien que ça parle de la difficulté de l'homme à occuper correctement sa place, Clairement. que ce soit même dans le petit jardin d'Éden ou même dans la terre en entier. Ok. On voit bien que c'est ça qui est posé. Alors je trouve que c'est super intéressant justement Ok. parce que pour dire que dans cet échange entre la découverte de tout le savoir que l'on peut voir et toute la puissance que l'esprit humain peut avoir en ayant accès à la connaissance, il a des quantités de choses qui sont possibles et qu'en croissant, en multipliant et tout ça, il peut encore multiplier les catastrophes au point de provoquer un déluge, le désir de ce Dieu-là de tout détruire et de tout recommencer. Ok. Et avec la conclusion finale qu'il ne le fera plus jamais, parce que finalement ça ne servirait à rien. On recréerait une nouvelle humanité qui referait pareil, parce que l'esprit humain et la capacité de l'homme d'inventer et tout ça va aussi pouvoir se développer avec la capacité d'être prédateur des ressources d'une façon que même la Terre n'arrivera pas à supporter. Question suivante. La Bible est-elle, puisque Anita a parlé dans ses faits et contextes, à un moment donné, d'anthropocentrisme, donc centré sur l'homme, ou de biocentrisme, centré sur Le vivant. le vivant. La Bible est-elle anthropocentrique, biocentrique ou un autre centrique? J'étais très content de poser la question. Mais sérieux, je me la suis posée moi-même et je me suis noté ma réponse. Tiens, et une fois n'est pas coutume, je vais répondre moi-même à ma question. Ok? Parce que c'est ça qui me dérange dans l'écologie radicale, même si pour moi, vraiment fondamentalement en tant que croyant, c'est que pour moi la Bible, elle est ni anthropocentrique, ni biocentrique, elle est théocentrique. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur Dieu, clairement, en tant que créateur. C'est ma lecture de la Bible, ok? On est là pour débattre d'opinion. Hein. Voilà, pour moi, la Bible, elle est théocentrique. Elle ne place pas le vivant comme une espèce de, je sais pas quoi, d'être déifié. Et elle ne place pas du tout l'homme non plus en tant qu'être déifié. Mais l'homme n'est pas considéré comme une quantité négligeable. Et c'est même le joyau de la création, d'après moi, aux yeux de Dieu. Donc la Bible, pour moi, est théocentrique. Mais ça n'en fait pas... Je m'inscris complètement en faux contre tous les courants qui disent de plus en plus que l'être humain est le problème et le danger. Voilà. Et il y a de plus en plus ça. Moi, je pense que c'est vraiment une tactique d'essayer soit de rendre l'homme Dieu, soit de le rendre comme étant un problème à éradiquer. Voilà, je vais loin là, mais le thème c'est l'écologie radicale. Voilà, c'est ma réponse à la question, est-ce que la Bible est anthropocentrique ou elle est biocentrique? Pour moi, elle est théocentrique. Bon, oui, David, allez, parce qu'Anita, pour l'instant, elle dodeline. Elle a fait réfléchir. Non, pas du tout, c'est que j'ai plein de choses à dire, donc je me retiens un peu. Donc David, retiens-toi aussi. Pour moi, c'est clairement anthropocentrique. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas beaucoup de Dieu, mais quand même, on parle beaucoup de Dieu dans ses relations avec l'homme, plus que de C'est Dieu le message central. Voilà. Ah oui, complètement. Parce que pour moi, le but de la Bible, c'est plus que de nous parler de Dieu et de ce qu'il est vraiment, ce qui reste normalement forcément toujours un mystère, mais que de parler de ce que Dieu veut faire de sa relation avec l'homme. Complètement d'accord. C'est centré sur l'homme pour moi. Okay. Et ce qui est amusant, c'est que quand on affronte un peu cette forme d'écologie profonde qui considère que l'homme est un problème, pour moi, on revient à une forme de christianisme déchristianisé, parce qu'en fait, on revient aussi à cette notion de péché, de faute, de l'homme qui est un problème à la racine et tout ça. Il y a quelque chose de très profond là-dedans et qui pour moi se rassemble, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi des gens qui sont baignés dans une culture chrétienne, mais qui en rejettent les fondements et l'histoire, mais par contre, qui sont quand même toujours travaillés par cette notion de culpabilité. Ok. Anita? Alors, je pense aussi que la Bible est théocentrique, mais que le sujet central, c'est l'être humain. Voilà. Mais que le regard doit être tourné vers Dieu. Et là où, quelque part, on pourrait
presque rejoindre, même si je ne les rejoins pas en vrai, ces courants qui disent c'est l'homme, l'être humain, je préfère parler d'être humain, l'être humain qui est un problème qu'il faudrait presque supprimer. Exactement. Il y a quelque chose qui n'est pas faux, mais où je pense qu'on se trompe de cible, c'est que c'est du cœur humain, nous dit la Bible, que sortent les pensées, les actions. Donc, c'est pas l'être humain en tant que tel qui est de trop ou à supprimer, c'est la question du péché. Et la question du péché, c'est quoi? C'est cette coupure qu'il y a entre l'être humain et Dieu, le fait que justement l'être humain se regarde plutôt que regarder à Dieu, et essaye uniquement par ses propres forces de gérer la terre, les biens qui lui ont été confiés. Et ben effectivement, on se plante à partir du moment où on n'essaye plus d'être à la connexion. Et c'est pour ça que je suis complètement. C'est pour ça que je suis complètement. Moi, si on obéit à l'injonction de Greta Thunberg, c'est-à-dire on renverse le système de prédateurs. Je suis pas en train de dire que le capitalisme n'est pas un système prédateur. Je pense que plutôt c'est le cas. Au risque de vous surprendre, d'accord? Mais de toute façon, moi, tous ceux qui pensent qu'il faut changer de système pour en créer un autre, moi, ça, elle me fait flipper, la Greta, là, parce qu'en fait, ça, c'est un autre totalitarisme. On crée pas, on ne règle pas le problème. Je comprends qu'un être humain qui se coupe de Dieu essaye de trouver ce genre de solution radicale. Je l'entends, je le conçois, mais pour moi, on va quitter quelque chose de pernicieux pour créer autre chose de pernicieux. Donc pour moi, là, je n'y crois pas. Et pour moi, c'est effectivement, c'est tous les effets pervers d'une solution sans Dieu. Voilà. Il y a quand même des choses... est-ce que le fait, dans l'écologie radicale, même sans aller jusqu'à l'être humain un problème, il faut l'éradiquer, il y a quand même... Est-ce que je fais un lien avec la décroissance ou j'ai pas le droit là quand même? Oui. Je pense que c'est quand même un des principes de l'écologie radicale. Cette question. Voilà, on est d'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui vient assez. Et j'aurais peut-être tendance à dire que c'est un des principes avec lesquels je peux me retrouver dans l'écologie radicale. Je dirais, tu as cité tout à l'heure dans le fait et contexte, une qualité de vie, mais pas au point de chercher encore, toujours, plus. J'ai l'impression que moi, il y avait un espèce de contentement qui là, pour le coup, me paraît biblique. Oui, l'appréciation d'une bonne qualité de vie, plus que la décision à des standards de vie toujours plus élevés. Ouais. Mais bon, si on était complètement adhérent de ça, on serait Amish aujourd'hui. On serait pas, on serait pas dans notre société occidentale aussi bien intégrée. Oui, ok. Ouais. Mais moi, en tant que chrétien, du coup, ce principe-là, c'est qu'à un moment donné, les gars, c'est bon, on a ce qu'il faut, on peut aussi se contenter de ça. Je pense que ce principe du contentement versus l'accumulation incessante, matérielle, je pense que la Bible n'est pas matérialiste. Et je pense que le principe du contentement, là, je me retrouve bien en tant que chrétien. Quelque chose que je partage. Ouais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, là, on a un contentement de certain nombre de choses qui nous semblent acquises et qui nous semblent normales, parce qu'on s'y est habitué depuis de belles dizaines d'années. Et quand je regardais encore un film là sur le début du siècle, le début de la Première Guerre mondiale, on voit des gens qui se faisaient blesser par dizaines de milliers. Il n'y avait pas la pénicilline, il n'y avait pas plein de choses qui nous paraîtraient aujourd'hui très problématiques de ne pas avoir. Donc voilà. Et je suis désolé, mais l'écologie radicale, c'est de se souvenir que derrière ce qui nous semble normal et raisonnable, il y a plein de choses qui sont de la prédation quelque part ailleurs, qui n'est pas exactement sous nos yeux, que ce soit sur les ressources naturelles, que ce soit aussi sur la façon dont on tire sa nourriture de notre environnement et à quel prix de souffrance. Enfin, tout ça est là, mais on peut pas... il n'est pas très difficile d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ça n'est pas normal, c'est pas la situation normale. Donc quand on parle de décroissance, bien sûr qu'il y a un changement et la peur du changement est très forte, mais on ne peut pas considérer que c'est forcément renoncer à des choses qui étaient normales. C'était juste qu'il y a eu une sorte de boursouflure de notre confort qui s'est fait aux dépens de plein d'autres choses importantes, et qu'il faut arriver à renoncer maintenant, à partir du moment où on le sait, quoi. Alors, si maintenant je sais que ce que je fais tous les jours blesse des personnes, je ne vais pas dire « ah bah c'était normal, je suis comme je suis ». Vous savez, quand il y a des comportements toxiques entre personnes comme ça, on dit « ah bah je suis comme je suis, ça prend d'où à laisser. Je ne changerai pas, ça fait 30 ans ou 50 ans que je suis comme ça ». Bah oui, mais si c'est problématique, ce qui est normal, c'est de revenir à la situation d'avant. Alors, ce qui m'alerte en tant que chrétien, puisque tu parlais de boursouflure, je vais rebondir sur ce terme-là, qui est super beau. Moi, ce qui m'inquiète, puisque là j'ai dit que j'étais assez en accord avec le principe du contentement, ce qui m'inquiète dans l'écologie radicale, c'est que bien souvent,
c'est une remise en question globale qui dépasse largement le climat. Il n'y a qu'à entendre le cofondateur de Extinction Rebellion parler de ce qu'il pense. Il dit lui-même, mes actions dépassent largement le climat. Ouais. Et notamment, il parle la de... biodiversité, pour l'instant, n'est pas liée au du coup, réchauffement pour moi, là, en climatique. tant que chrétien, je suis une grosse alerte, parce que pour moi, on est vraiment sur une idéologie anti-Dieu, clairement, puisqu'en fait, il met pêle-mêle le système capitaliste, l'hétéronormativité, je cite le cofondateur d'Extinction Rebellion. Voilà, donc c'est quand même très fréquent que dans ces courants écologiques ou écologistes, contrairement à d'autres qui essayent de rester centrés vraiment sur le climat, comme Action écologiste est une des ressources qui était présente dans la revue de presse, du coup, il y a plein de sujets sociétaux qui font des débats aujourd'hui derrière. Donc on est clairement sur une idéologie de la façon de voir le monde et ses fondations, y compris les fondations genre, sexualité, climat. Et pour moi, tout ça, voilà, patriarcat, la haine de l'Occident. Moi, en tant que chrétien, là, j'ai tous mes warnings qui se mettent à hurler. Ce qui est curieux, parce que comme c'est une émission où on se livre plus, Oui. quand tu entends ça, Ouais. ça me fait parfois la même impression que si on fait une émission et qu'on termine cette émission en disant de toute façon je n'y crois pas, je pense que le monde va à sa perte et tout ça. C'est-à-dire en fait c'est une vision très pessimiste de ce que l'homme va être capable de faire. Alors bien sûr avec des repères différents, c'est-à-dire d'un côté, quand tu le dis, c'est parce que tu considères que l'humanité ne peut pas s'en sortir seule sans Dieu, et sans le Dieu de la Bible. J'ai déjà dit que j'étais collapsologue, clairement. Sans le Dieu de la Bible, et uniquement celui-là d'ailleurs. Et de l'autre côté, forcément, il y a une recherche de sacralité, de verticalité qui se fait. Donc l'écologie profonde est une façon de considérer qu'il y a un sacré qui va nous guider et qui nous donne un peu le sens de l'absolu. Mais quand même au service de la même vision qui pour moi n'est pas la mienne, ni celle de l'écologie radicale, ni celle, je dirais, du christianisme radical, qui considérerait que le monde doit d'abord s'effondrer, et en tout cas revenir, ira forcément à sa perte, et de cette perte renaîtra quelque chose, et tout ça. Voilà. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que ces courants recréent, et je comprends forcément, un monde dans lequel systématiquement, quasiment tout est à l'opposé de ce que moi je perçois être la volonté de Dieu. Beaucoup de Dieu. similitudes finalement. Ok, très bien. On est quasiment au bout déjà. Ouais. Je pensais pas. Oui, on est quasiment au bout. J'aimerais terminer. Ça fera office de avec quoi je repars. Alors du coup, moi j'ai quand même, avec ma sensibilité, moi c'est pas moi. C'est David, c'est Anita, c'est le monde entier. Quand même, moi, il y a l'agence climatique, je suis un peu écologiste. Si je suis un croyant, quels sont les ingrédients de mon idéologie, de mon action, qui sont OK? Qui sont OK, c'est-à-dire que pour moi, je peux y aller. Qu'est-ce que je m'interdis de faire? Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Quitte à accepter que mon collègue, mon frère, ma sœur croyant, ait vraiment des désaccords profonds avec moi sur la lecture des choses, notamment sur la fin du monde. Et il a des actions aussi différentes des miennes. On n'a pas les mêmes lignes que je franchis. Est-ce que voilà, on peut repartir avec quelques ingrédients? Le chrétien écolo, voilà. Pour moi, le chrétien écolo, c'est avant tout quelqu'un qui commence à s'interroger sur son rapport au bien, au matériel. Ouais, okay. Et donc, d'accord. On avait déjà dit ça pour la COP, je crois. Je pense parce que fondamentalement, le changement vient de là. Après, il y a bien évidemment tout un tas de choses très réalistes que l'on peut faire. Je veux dire, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et je voulais souligner peut-être une démarche qui existe, qui est proposée aux églises. Donc, c'est un petit document qui est fait par l'association Arrocha, qui est engagée. L'association suisse, je crois, entre autres, enfin d'origine suisse, il me semble. Ou portugaise peut-être. Portugaise à l'origine. Ah d'accord. Mais attendez, je dis peut-être. Non, mais ok. Et vous nous corrigez dans les commentaires. Et qui en fait interagit depuis quelques décennies et d'origine chrétienne. Bon. Et alors, pourquoi je présente ce petit document? Parce qu'il me semble très intéressant en termes de ce que l'on peut faire en termes d'église, puisqu'elle présente, on va dire, une série de sujets sous forme à chaque fois en lien avec l'écologie, qui est, par exemple, croire c'est bien, agir c'est mieux, et c'est le cas des transports, c'est le cas de l'habillement, c'est le cas des déplacements. Voilà, donc en fait, elle propose des études qui permettent à la fois de réfléchir sur des vérités scientifiques et en même temps de prendre des versets bibliques et de dire
comment nous les mettons en phase et comment ça se traduit dans notre propre changement individuel ou d'église. Voilà, donc là je trouve qu'on a ce bouquin L'écologie, parlons-en, je trouve qu'il peut être utile pour une église si elle veut se lancer dans une réflexion. Ok, tes lignes à toi, David, et on termine. Ma ligne, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit plus dans l'action que dans la réflexion et dans les hésitations. Je trouve que Jésus choquait les pharisiens qui trouvaient qu'il poussait les formes et qu'il faisait des choses qui étaient choquantes, même si, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu choquant, sinon il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre comportement qui, je pense, s'accommode trop de l'état d'esprit, de l'état de fait actuel. D'accord. Et alors moi, je m'interdirais une violence aux biens et aux personnes, déjà, ça c'est une de mes lignes, même s'il y a urgence vitale. Si je dois en arriver à être violent sur les biens et ou sur les personnes pour faire bouger les lignes, moi j'ai un problème de toute puissance là, quitte à accepter les conséquences de ne pas faire. Ouais. Et puis je suis extrêmement sensible, vous l'avez deviné, à l'arrière-plan spirituel, aux enjeux spirituels derrière, parce que moi j'ai une lecture eschatologique de la Bible, hein, donc là du coup moi j'ai les warnings, et donc si les solutions passent par créer un monde résolument anti-Dieu, eh bien je préfère que ce monde soit reseté. Voilà. Vous avez vu toute la panelle de nos sensibilités. Voilà. C'est ainsi qu'on se quitte pour cette émission décidément très rock'n'roll. Voilà. Pour à la bientôt. suite. Pour la suite. Allez, bye.